sujet. Donc bonjour à nouveau à tous. On est une nouvelle fois ensemble pour évoquer un autre point de droit qui est quand même assez important. C'est la discipline des agents titulaires, cette fois. Donc la discipline des fonctionnaires, soit à temps complet ou à temps non complet. Donc, on va retrouver un petit peu la même chose que pour les contractuels, simplement avec une panoplie de sanctions disciplinaires un peu plus importante. Donc, on a le programme suivant. Premièrement, on va revenir, même si on l'a déjà fait, mais peut-être que tout le monde n'était pas là, sur la notion de faute. C'est un manquement à une obligation. La possible suspension, avec la gestion de la suspension pour les fonctionnaires, qui est différente de celle des contractuels, dans la mesure où ils ont un statut différent et qu'on a des solutions autres qui sont par exemple le détachement ou le changement d'affectation d'office. Les différentes sanctions disciplinaires, alors on appelle échelle, même si c'est pas vraiment une échelle, on n'est pas sur une sanction puis une autre, on peut révoquer directement un agent. Ça, c'est pas quelque chose d'impossible à partir du moment où le comportement de l'agent est particulièrement grave et un impact important sur l'image et le fonctionnement du service. On verra ensuite la procédure disciplinaire avec l'application de la jurisprudence d'Anthony, et puis on fera un tout petit exercice de jurisprudence d'Anthony, puis on reviendra rapidement sur la notion de proportionnalité telle qu'elle est en œuvre depuis plusieurs années et telle qu'elle est contrôlée par le juge administratif. Alors, quels sont les principes généraux qui encadrent la discipline pour les agents titulaires? Mais c'est un petit peu les mêmes que pour les contractuels. On a toujours le principe de l'unicité de la sanction. Donc, on ne peut sanctionner qu'une seule fois un agent par rapport à des faits. Je ne peux pas sanctionner plusieurs fois un agent pour les mêmes faits. Par contre, je peux sanctionner un agent s'il y a une répétition de faits similaires. Si j'ai un agent qui est en retard une fois, je peux le sanctionner. S'il est à nouveau en retard, je peux à nouveau le sanctionner, puisque c'est la même faute, mais qui se fait à des moments différents. Deuxièmement, la motivation de la sanction. Donc, bien entendu, c'est très important que la décision infligeant une sanction disciplinaire est une décision qui doit être motivée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une motivation en droit et en fait de la décision. Clairement, sur la décision en tant que telle. Donc, on reverra une forme de rédaction qu'on a déjà vu pour les contractuels, mais on y reviendra dessus. L'exhaustivité des sanctions. L'exhaustivité des sanctions, c'est le fait qu'il y a une liste exhaustive de sanctions et je ne peux pas inventer d'autres sanctions disciplinaires que celles qui sont listées. Il faut faire attention au détournement de pouvoir, au détournement de procédure en infligeant une sanction déguisée. Je prends souvent l'exemple d'un agent qui est en formation, par exemple, qui part de la formation avant le terme normal de la formation pour rentrer chez lui, 45 minutes avant, par exemple, et qui a un accident de trajet en rentrant chez lui. Certains employeurs vont avoir le réflexe de refuser de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident de trajet en considérant que mon agent, en partant plus tôt que prévu, a commis une faute qui fait que ce n'est plus imputable au service. Non, ça, on est dans la sanction déguisée, puisque, et dans le détournement de pouvoir et de procédure, puisqu'on utilise un comportement fautif pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident. Or,
je ne peux pas refuser de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences d'un accident, sauf à ce que l'accident soit la conséquence d'une faute personnelle détachable du service, c'est-à-dire quand même d'une faute d'une particulière gravité. Hein. Une faute personnelle détachable du service, c'est vraiment quelque chose d'important et de grave qui permet de détacher l'événement du service. Et d'ailleurs, ce qui justifie le fait que je ne reconnais pas l'imputabilité au service des conséquences de l'accident, ce n'est pas le caractère fautif, c'est le caractère détachable du service. Donc, c'est très important, hein, cette notion d'exhaustivité des sanctions, pour éviter d'avoir la sanction déguisée que j'évoque. Alors, on va parler de discipline et de sanctions disciplinaires à partir du moment où j'ai une faute. Qu'est-ce que c'est qu'une faute ? Une faute, c'est un manquement à une obligation. Et ça, tout dans le processus disciplinaire, tout comme dans la décision finale, hein, c'est vraiment très important de raccrocher un comportement fautif avec une obligation. Donc, ce qu'il faut, hein, dans un process disciplinaire et dans la décision disciplinaire, c'est dire, voilà les faits. Ces faits sont constitutifs d'un manquement à telle obligation, et ce manquement-là a eu tel impact sur l'image et le fonctionnement du service qui justifie telle sanction disciplinaire. Donc, on a vraiment les faits qui justifient un manquement à une obligation et une sanction disciplinaire qui est choisie proportionnellement à l'impact de l'image et le fonctionnement du service qu'il y a eu de ce comportement fautif. Ça, c'est quelque chose à garder en tête à la fois dans le process décisionnel qui aboutit à la sanction, mais aussi dans la rédaction de la décision infligeant une sanction disciplinaire en tant que telle. Donc, la première étape, c'est d'identifier et de qualifier les faits. Donc, le contrôle du juge, hein, c'est de contrôler si les faits constituent une faute. Et donc, est-ce que ces faits constituent un manquement à une obligation ? C'est un contrôle de qualification juridique, y compris en cassation. Sur la réalité des faits, là, on n'est pas sur un contrôle éventuellement de cassation, mais par contre, sur leur qualification de fautif, là, on est dans une qualification juridique. Et donc, cette qualification de fautif peut tout à fait justifier un contrôle du juge de cassation. Donc, on peut aller très très loin en termes de contentieux. Par contre, l'identification des faits, ça, c'est quelque chose qui relève du juge du fond. Donc, tribunal administratif et cour administrative d'appel. Et l'employeur, il doit bien entendu identifier les faits qui justifient la sanction. Alors, il y a une liberté de l'employeur dans la mise en œuvre des process permettant d'identifier les faits dans le respect de la loyauté. Il n'a pas vraiment de limite, hein, par tout moyen. Il peut apporter la preuve des faits, y compris à travers une agence de détective privé ou avec l'outil de l'enquête administrative. Alors, sur l'outil de l'enquête administrative, on a souvent la question de savoir si l'enquête est communicable à l'agent qui fait l'objet de la procédure ou si l'enquête administrative contient des témoignages. Est-ce que les témoignages doivent figurer au sein du rapport d'enquête administrative qui est communiqué à l'agent qui est l'objet de la procédure. Le juge est intervenu ces dernières années à plusieurs reprises sur cette question-là, sachant que la structuration de l'enquête administrative est assez limitée en droit. Il n'y a pas vraiment d'ailleurs de structuration de l'enquête administrative. Chaque employeur fait un peu comme il veut et comme il peut, avec les formes qu'il a. Hein. Ça peut être une enquête administrative, vous savez, ça peut être simplement une recherche sur Internet identifiant un cumul illégal d'un agent. Là, on fait une enquête administrative.
Et ça peut être des entretiens avec 200 agents d'un service ou de l'établissement à l'issue d'un signalement d'une situation de harcèlement. Donc, il n'y a pas de limite. Maintenant, est-ce que je dois communiquer les entretiens, les comptes rendus d'entretien avec le nom des agents concernés? Ça, c'est souvent une peur. Pour le Conseil d'État, la réponse est oui, sauf si j'ai un risque de représailles important à identifier ou que ça porte un grave intérêt, il y a un risque pour les intérêts de la nation, qui n'est, j'espère, pas le cas dans vos établissements. Donc, l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit, dans le cadre du respect du droit de la défense, à pouvoir obtenir communication des éléments qui, sont, qui justifient la procédure disciplinaire et notamment les faits, éléments qu'on a dans l'enquête administrative. Du coup, quand vous menez à bien une enquête administrative et si vous avez des entretiens, vous ne pouvez pas finalement dire aux agents qui vont témoigner ah ben, ça sera confidentiel. Ça n'est confidentiel que dans la mesure où je ne lance pas une procédure disciplinaire. Dès que je lance une procédure disciplinaire, c'est fini. C'est plus confidentiel, tout simplement du fait du respect des droits de la défense. Hein. La personne a le droit de connaître l'origine des entretiens, enfin des éléments et les personnes qui sont à l'origine des témoignages qui justifient la procédure discipline. Alors, prescription par rapport à ces faits. Donc, je dois identifier les faits de manière non équivoque. C'est vraiment très important la question de l'identification des faits, puisque c'est de là que tout part. J'ai des comportements, j'ai des faits, j'ai un retard, j'ai une agression verbale, j'ai une agression physique, j'ai des comportements constitutifs de harcèlement, j'ai un vol de bijoux, j'ai un harcèlement sexuel, j'ai des détournements de fonds, j'ai des vols de médicaments, j'ai des comportements fautifs clairement établis. Je vais pouvoir lancer une procédure disciplinaire à partir du moment où la procédure a moins de 3 ans. À partir du moment où l'administration a connaissance des faits depuis moins de 3 ans. Alors, c'est la connaissance des faits par l'administration, ce n'est pas les faits en tant que tels. On a même eu la possibilité, là, récemment, d'avoir une sanction disciplinaire pour un agent qui a eu des comportements avant l'entrée dans la fonction publique, à partir du moment où l'employeur a eu connaissance des faits plus tardivement. Donc, c'est la connaissance des faits par tout moyen. Hein. Donc, si, par exemple, j'ai une aide-soignante qui fait l'objet d'une saisine de la commission des usagers compte tenu de comportements de maltraitance qu'elle aurait eu face à des résidents ou des usagers. Eh bien, dans ce cas-là, à partir du moment où la commission des usagers est saisie de cette question, l'administration est réputée connaître les comportements fautifs et on pourrait tout à fait justifier que le délai de prescription de 3 ans commence à ce moment-là. Donc, quand on parle d'administration, c'est l'employeur de manière générale. On peut parler de l'encadrement intermédiaire ou des éléments institutionnels. Au-delà, eh bien, les faits ne peuvent plus faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Par contre, on peut s'appuyer sur la répétition des faits pour infliger une sanction disciplinaire plus importante que celle qui aurait été le cas infligé s'il y avait eu un fait unique. La récidive, même 3 ans plus tard, on peut s'appuyer dessus sans sanctionner la sanction initiale, mais en disant voilà, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Et donc, on va peut-être pouvoir sanctionner un peu plus. Et il y a une interruption de cette prescription en cas de poursuite pénale. Alors, on parle de poursuite pénale en droit dès qu'on a constitution de partie civile. À partir du moment où, d'une part, soit l'enquête administrative conclut un potentiel crime ou délit,
et que le juge d'instruction, que le procureur, par contre, lance la procédure pénale, mais aussi dès que je me constitue partie civile, on a une poursuite pénale qui est commencée. Donc, on a une augmentation de la période de prescription. Alors, est-ce que l'enquête, pour revenir là-dessus, qui pourrait établir les faits, peut être anonymisée si les adjoints qui témoignent le souhaitent? C'est un problème que j'évoquais justement. Tant que on n'est pas sur une procédure disciplinaire, je mène une enquête parce que j'ai des informations, je mène l'enquête, on va pouvoir ne pas communiquer à la personne concernée les noms des personnes qui ont témoigné, mais dès que je lance une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, eh bien, on doit communiquer à l'agent, il a le droit de connaître le nom des personnes qui ont témoigné, sauf s'il y a un risque identifié clair de représailles important. Mais sinon, c'est un droit. Et si ça n'est pas fait, ça visse la procédure et l'agent a été privé d'une garantie. Et il peut obtenir l'annulation de la décision infligeant une sanction disciplinaire pour ce motif-là. Et on a pas mal de jurisprudence sur ces questions-là ces dernières années qui viennent encadrer justement cette limite sur l'anonymisation. On a le droit. Imaginez-vous, hein, on vous reproche quelque chose et eh bien, vous avez la volonté et surtout le droit de connaître les personnes qui sont à l'origine de ces témoignages. Alors par contre, on peut essayer de contourner le problème en fonction des témoignages, essayant de récupérer des éléments permettant d'identifier le comportement fautif sans avoir besoin d'utiliser les témoignages qui ont été recueillis. Parce que ce qui compte, c'est de fonder la décision sur les témoignages. Si je fonde ma décision sur les témoignages, l'agent a le droit d'avoir connaissance de ces témoignages. Par contre, si je fonde ma décision sur des éléments qui ne sont pas les témoignages, là, je peux m'exonérer de la communication puisque j'en ai pas besoin, mais du coup, je les sors et du dossier et du rapport disciplinaire. Alors, cette faute, c'est donc un manquement à une obligation. Qu'est-ce qu'on a comme obligation? On a celles qui sont législatives, celles qui sont jurisprudentielles, donc l'obligation d'obéissance, de discrétion et de secret professionnel, de dignité, de probité, de neutralité, de non-harcèlement, d'utilisation à bon escient du pouvoir hiérarchique. Et puis, on a aussi des fautes qui sont le résultat d'une construction jurisprudentielle, donc par exemple le devoir de réserve. Le devoir de réserve, qui est une création du Conseil d'État qu'on ne retrouve pas dans le Code général de la fonction publique et qui s'impose à tout agent public. On a pas mal de choses sur les réseaux sociaux. L'agent qui, lors de discussions sur le réseau social Facebook, a des propos injurieux et tenu des propos triviaux à connotation homophobe envers un membre de la municipalité, il manque à son obligation, à son devoir de réserve. On a aussi l'agent sur un réseau social qui critique le maire, qui, à la suite d'un constat, a constaté qu'un agent avait un cumul illégal pendant son congé maladie dans une boulangerie. Donc là, on est sur un manquement au devoir de réserve. Alors, sachant que cet agent-là, en plus, il manque à son obligation en matière de cumul d'activité et ses obligations en matière de cesser toute activité rémunérée pendant un congé maladie. Ça, c'est en plus de son manquement à son devoir de réserve. Donc, j'identifie des faits par tout moyen. Internet, enquête, DSIO, témoignages, tout document possible et imaginable, le rapport du supérieur hiérarchique, bref, des faits indubitables. Est-ce que ces faits-là manquent à une obligation? Eh bien, il faut que je les rattache à cette obligation. Et enfin, eh bien, je mène ma procédure disciplinaire pour ensuite aboutir à une décision.
Alors, avant de mener à bien cette procédure disciplinaire, j'ai la possibilité de suspendre un agent. La suspension, c'est une mesure conservatoire qui permet d'écarter temporairement un agent du service parce qu'il a eu des comportements tellement graves qu'elle empêche le maintien de l'agent dans ses fonctions. En théorie, la suspension, qui n'est pas privative de rémunération, elle est accompagnée d'une saisine normalement immédiate du conseil de discipline. Donc, normalement, j'ai ma décision de suspension et la saisine du conseil de discipline. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, très souvent, la suspension est plutôt utilisée comme période laissant le temps à l'employeur de mener à bien son enquête administrative. C'est-à-dire que l'employeur a l'information comme quoi il y a eu un comportement a priori grave, et l'employeur va suspendre l'agent le temps de mener à bien l'enquête administrative. Cette enquête administrative qui va permettre de recueillir les faits et de pouvoir aller plus loin. Alors, normalement, ce n'est pas fait pour ça. Normalement, j'ai déjà quelque part mon enquête administrative, j'ai déjà les faits, mais la suspension, elle est faite justement pour sortir l'agent le temps de mener à bien la procédure disciplinaire que j'ai entamée, et pas le prédisciplinaire qui serait l'enquête administrative. Bon, maintenant, les risques contentieux sont quand même assez limités parce que mon agent suspendu, il est rémunéré, déjà. Il a le droit à des congés maladie et autres. Et qu'il est réputé être en fonction. Donc, on a un effet, un effet très relatif qui permet de pouvoir justifier la suspension, alors même que je l'utilise pour mener à bien ma procédure disciplinaire. La suspension, elle a une durée maximum de 4 mois. Elle a une durée maximum de 4 mois, à l'issue de laquelle mon agent reprend. Même si je ne suis pas allé, ou même si ma sanction disciplinaire n'a pas été prise. Alors, il y a la question des poursuites pénales. Si, parallèlement à la procédure disciplinaire, j'ai des poursuites pénales sur de l'agent, dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Premier élément, soit mon agent a des mesures judiciaires qui ne font pas obstacle à la reprise de l'agent. Donc, dans ce cas-là, il est rétabli dans ses fonctions, même si les poursuites pénales continuent. Par contre, si j'ai des poursuites pénales qui font obstacle à la reprise de l'agent, qui sont incompatibles avec la reprise de l'agent, pas de contact avec des patients. Quelqu'un qui a eu plusieurs vols auprès d'usagers ou de résidents d'un EHPAD, il y a des plaintes des familles, et le juge d'instruction prend comme mesure transitoire le fait que, eh bien, il ne peut pas être en contact avec des personnes membres, des résidents de l'EHPAD. Ben là, ça ne sera pas possible. Donc la suspension est maintenue avec, normalement, avant, une tentative de trouver une solution pour faire reprendre l'agent en l'affectant ou le détachant d'office, d'ailleurs, carrément. C'est un des rares cas de détachement d'office, provisoirement, dans un emploi ou un grade compatible avec les obligations du contrôle judiciaire. Donc, ici, ça serait avec une situation d'un agent qui ne devrait plus être en contact avec des usagers. Donc, il faudrait faire ça avant de pouvoir maintenir la suspension, et mon agent reste par contre maintenu dans la suspension au-delà de 4 mois, avec la possibilité de diminuer de moitié la rémunération. Alors, il y a un autre cas, c'est la suspension qui est imposée par les mesures judiciaires. Alors,
un truc tout bête, quelqu'un qui est mis en détention provisoire. Quelqu'un qui est mis en détention provisoire, je suis là à mi-chemin entre d'un côté la question de la suspension et d'un autre côté la règle du service fait. Et pour le coup, le Conseil d'État, dans un arrêt du 24 octobre 2012, va dans le sens de l'absence de service fait. Donc, mon agent qui est en détention provisoire, ne pouvant pas aller servir, on pourrait utiliser l'absence de service. Alors, quel est l'effet d'une suspension sur les congés annuels? Il n'y en a pas. C'est l'activité, la suspension. Donc, mon agent acquiert des congés annuels, sauf dans le cas où j'aurai la situation que j'ai évoquée, où la suspension n'est pas une suspension, en fait, mais est la situation d'une absence de service fait compte tenu d'une mesure transitoire privative de liberté empêchant l'agent de venir servir. Alors, en tout état de cause, la suspension n'est pas un élément de la procédure disciplinaire. C'est-à-dire que même s'il s'avérait que l'opportunité, le process de la décision portant suspension, le maintien de la suspension au-delà de 4 mois serait illégal, ce ne serait pas un argument que je pourrais invoquer devant le juge administratif pour demander l'annulation de la sanction disciplinaire. C'est indépendant. Ce n'est pas parce qu'une suspension serait illégale qu'une décision portant sanction disciplinaire consécutive à cette suspension, qui, en fait, les mêmes faits ont justifié et la suspension et la sanction disciplinaire, eh bien, ce n'est pas quelque chose que je peux invoquer, ce n'est pas un motif d'annulation de ma sanction disciplinaire. Alors, quid de l'échelle des sanctions disciplinaires? Alors, contrairement au contractuel, on a quand même pas mal plus de choses, plusieurs possibilités de sanctions disciplinaires qui sont liées au statut du fonctionnaire. Donc, on va avoir, premièrement, ici, l'avertissement. Donc, l'avertissement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une mise en garde de l'agent, et l'avertissement n'a aucun effet direct sur la carrière de l'agent. Par contre, l'existence d'un harcèlement préalable, l'existence d'un avertissement préalable peut tout à fait justifier une sanction disciplinaire plus importante a posteriori. Alors, l'avertissement n'est pas inscrit au dossier, tout comme il ne sera pas besoin d'effacer puisqu'il n'est pas inscrit au dossier. Deuxième type de sanction disciplinaire du premier groupe, c'est le blâme. Donc là, c'est un petit peu la même chose que l'avertissement. Il n'a pas d'effet direct sur la carrière de l'agent. Et par contre, il est inscrit au dossier de l'agent et il sera effacé automatiquement au bout de 3 ans. Et troisième sanction du premier groupe, c'est l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée maximum de 3 jours. Donc ça, c'est nouveau, c'est introduit par la loi de transformation de la fonction publique. Ça existait déjà à la territoriale, c'est introduit pour les fonctionnaires, avec la possibilité de faire un sursis total ou partiel qui tombe lorsque j'ai une autre sanction d'exclusion temporaire du premier groupe ou des sanctions de deuxième ou troisième groupe qui ont lieu dans les 3 ans suivant l'exclusion temporaire des fonctions avec sursis total ou partiel. Par contre, si jamais aucune sanction n'a eu lieu dans les 3 ans, ça disparaît. Et du coup, le blâme, tout comme l'exclusion temporaire, sont inscrits au dossier, mais effacés automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue. Et enfin, comme les autres exclusions temporaires, bien entendu, l'exclusion temporaire de fonction de 3 jours ne permet pas le versement des allocations de retour à l'emploi et n'est pas pris en compte dans les droits à pension. Alors,
Est-ce que l'avertissement peut être fait par mail, par la hiérarchie, même si elle n'a pas de délégation sur les sanctions? Certainement pas. Ça reste une décision administrative dont vous gardez copie. Elle n'est pas au dossier de l'agent, mais elle existe, cette décision administrative. Et une décision administrative est prise par le chef d'établissement ou le directeur ou la directrice générale, avec éventuelle délégation de signature. Si la personne qui signe la sanction disciplinaire n'a pas de délégation de signature pour pouvoir signer ce genre de choses, eh bien, la décision est illégale et on pourra obtenir l'annulation de cette décision sur ce seul motif. Donc, il ne faut surtout pas, hein, en plus, hein, un avertissement par mail, moi, ça m'embête parce que ça reste une décision administrative qui devrait être notifiée régulièrement avec les voies et délais de recours. La notification par mail ne permet pas d'identifier le départ des voies et délais de recours. Donc, on a faire attention à ça. L'annulation d'une décision parce que la personne qui a signé n'avait pas la compétence, c'est quand même franchement vraiment dommage et c'est pas très constructif. Autre type donc ça c'est les premiers groupes. Certes, hein, la procédure est assez simple, hein, on va la revoir. Il n'y a pas d'avis de CAP, réuni en conseil de discipline. Il y a même pas, on va le voir, un entretien obligatoire. C'est assez intéressant. On va voir ça sur la procédure. Donc, ça peut aller assez rapidement, être assez simple. Par contre, hein, il faut que l'agent ait été à même de pouvoir connaître les raisons de cette suspicion et de cette décision, de cette sanction disciplinaire, et de pouvoir présenter ces observations. Deuxième groupe, donc là, on commence à être des choses un petit peu plus sérieux. Donc, on a la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur et l'exclusion temporaire des fonctions, maintenant, du coup, de 4 à 15 jours. Hein, donc, la radiation du tableau d'avancement, c'est mon agent qui était promouvable, qui a été inscrit au tableau d'avancement de grade ou au tableau d'avancement au choix par tableau de promotion interne. Eh ben, on va le barrer, tableau d'avancement. Et il pourra être à nouveau inscrit sur une autre partie, sur ce tableau. L'abaissement d'échelon, donc c'est abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur, qui finalement peut avoir deux effets. D'abord, enfin trois. Pardon. Premier effet. Donc il peut avoir trois effets. Premier effet, eh ben, c'est un effet pécuniaire, bien entendu. Mon agent a une perte immédiate de rémunération, puisque, ayant un abaissement d'échelon, il a une diminution de son traitement indicien brut. Son indice brut et après de son indice majeur. Deuxième élément, c'est que ça peut avoir un effet plus tard sur sa retraite, parce que ça va ralentir sa carrière. Donc, il atteindra un indice moindre que celui qu'il a atteint. Troisième effet, c'est peut-être qu'il perd la qualité de promouvable, ou du moins, il retarde le moment où il remplira la qualité de promouvable. Donc, trois effets potentiels que cet abaissement d'échelon. Ensuite, j'ai l'exclusion temporaire des fonctions donc, de 4 à 15 jours avec un sursis. Là, pour le coup, avec un sursis et qui dure 5 ans. Donc, si j'ai un problème dans les 5 ans, eh bien, je vais avoir une sanction disciplinaire qui sera infligée. Avec, par contre, si jamais il n'y a pas d'autres sanctions de deuxième, troisième groupe, eh bien, et d'exclusion temporaire du premier groupe, eh bien, le sursis est fini et mon agent n'aura pas à faire l'exclusion temporaire qui lui a été infligée avec sursis.
Inscription au dossier de l'agent. Alors là-dessus, sur l'inscription au dossier, on a quand même des petits changements assez surprenants du Code général de la fonction publique qui n'étaient pas clairement dans le texte et qui ont été introduits finalement pour les fonctionnaires hospitaliers. C'est que l'agent peut demander à ce que une sanction disciplinaire du deuxième, troisième groupe, quatrième, ça a peu d'intérêt parce que il n'est plus dans la fonction publique puisqu'il en sort. Mais il peut demander à ce qu'on efface la sanction qui est inscrite à partir du moment où ça fait 10 ans qu'elle est inscrite. Et en fait, avant, il fallait l'avis de la CAP. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'employeur, il doit l'effacer, sauf si une autre sanction disciplinaire est intervenue dans la période des 10 ans. Mais s'il n'y a pas eu de sanction disciplinaire depuis 10 ans, eh bien, normalement, l'employeur doit retirer la sanction disciplinaire sans qu'il y ait besoin d'avis de la commission administrative paritaire. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Troisième groupe de sanctions disciplinaires, on va retrouver la rétrogradation et l'exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans. Donc, la rétrogradation, ça a été clarifié par la loi de transformation de la fonction publique, puisque la rétrogradation, ça ne peut se faire qu'au grade, donc je baisse de grade, au grade immédiatement inférieur, et l'échelon est classé à un échelon comportant une rémunération, un traitement indiciaire, un indice brut, puisque c'est ça qu'on a dans la carrière, un indice brut égal ou immédiatement inférieur à celui que l'agent détenait dans son grade avant qu'on lui inflige cette sanction. Ce qui est un peu normal, on ne va pas lui faire une augmentation de rémunération après une sanction disciplinaire. Alors, les effets d'une rétrogradation, c'est bien sûr une éventuelle perte de rémunération, mais c'est aussi surtout un ralentissement dans la carrière de l'agent. Et ça peut entraîner aussi un changement d'affectation si d'aventure le nouveau grade de l'agent ne lui permet plus d'exercer les missions qu'il exerçait. Et enfin, sur le troisième groupe, l'exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans qui obéit aux mêmes règles avec un sursis total ou partiel. La durée minimum de la sanction avec le sursis ne pouvant être inférieure à... Puis dernier groupe, c'est la sortie définitive de service. Donc, vous voyez, là, je ne parle pas de dossier parce qu'il n'y a pas de question de dossier. Donc, on a 2 cas, c'est la mise à la retraite d'office ou la révocation. Alors, la mise à la retraite d'office, ça concerne un agent qui a atteint son âge d'ouverture de droit à pension, bien sûr. Donc, l'agent qui a atteint son âge d'ouverture de droit à pension, donc avec la réforme des retraites, ça passe de 62 à 64 ans. Et cet agent-là peut bénéficier de sa retraite à ce moment-là, imposée par l'employeur. La différence de la révocation, c'est l'agent qui a commis des fautes similaires. Simplement, il n'a pas atteint son âge d'ouverture de droit à pension. Donc, il a moins de 62 à 64 ans, ou moins de 57 à 59 ans s'il est actif. Donc, il est sorti du service. Attention, cependant, la révocation a un double effet. Premier effet, c'est que le juge administratif considère de longue date, si j'ai mis la jurisprudence de principe de 91, c'est pas récent, donc le juge administratif considère de longue date que l'agent révoqué est en perte involontaire d'emploi. Étant en perte involontaire d'emploi, eh bien, il remplit les conditions pour avoir le droit aux allocations de retour à l'emploi. Qui plus est, on a tout le dispositif de ce qu'on appelle le maintien de droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale. C'est-à-dire que quand un fonctionnaire qui est au régime spécial des fonctionnaires quitte et ne remplit plus les conditions du régime spécial pour avoir le droit à une protection sociale, eh bien, l'employeur doit lui verser dans les conditions du régime général au minimum ce qu'il aurait droit au régime général, c'est-à-dire des IJ éventuellement.
Et la durée de ce maintien de droit, c'est une durée pour toute problématique, toute évolution dans l'état de santé de l'assuré qui a eu lieu dans l'année suivant la cessation de la cotisation au régime spécial, rallongée des périodes de chômage. Donc, concrètement, je révoque un agent de 54 ans, il a droit à 3 ans de chômage. Et en plus de ça, s'il tombe malade dans les 3 ans de chômage plus 1, c'est 4 ans, eh bien, je dois lui payer des IJ. Je dois lui payer des IJ jusqu'à ce que son état de santé s'améliore. Ça, c'est souvent les coûts cachés de la révocation auxquels on ne pense pas. Et comme pour les fonctionnaires, vous êtes bien sûr en auto-assurance tous, y compris EHPAD ou établissements médico-sociaux, pas que établissements hospitaliers. Et en plus, c'est vous qui gérez. Donc, ça peut avoir un coût financier non négligeable. Alors, comment j'exerce le pouvoir disciplinaire dans le versant hospitalier une fois que j'ai des faits, que j'ai une idée de la sanction disciplinaire que je vais mettre en place. Alors, juste avant, on a une question. Un agent révoqué peut-il, plusieurs années après, être de nouveau titularisé dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière? Oui, rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. Il n'y a pas d'interdiction d'être titularisé après révocation. Ce serait incongru, mais ce n'est pas impossible, d'autant qu'il y a des risques qu'il n'y ait pas de suivi dans le dossier de l'agent. Bien. Sur l'exercice du pouvoir disciplinaire, bon, il y a un élément auquel il faut faire très attention, c'est le respect des droits de la défense. Le respect des droits de la défense qui prend la forme d'une communication régulière avec l'agent, des faits qui lui sont reprochés, et de laisser à l'agent des espaces dans lesquels il va pouvoir s'exprimer et indiquer indiquer des éléments complémentaires qui soit remettent en cause la réalité des faits, soit justifient son comportement. Parce qu'en termes de défense, j'ai 2 axes de défense. Premièrement, les faits qui me sont reprochés ne sont pas réels, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, ou ces faits-là ne sont pas des comportements fautifs, ils sont justifiés par la nécessité de service, ils sont justifiés, donc tout ce qui va être autour des faits qui sont reprochés à l'agent. Et puis, on va avoir ensuite la question de la proportionnalité. Non, cette sanction est trop élevée par rapport à mes faits. Il faut laisser un espace à l'agent, le plus possible de communication, quitte à priver l'agent d'une garantie ou quitte à avoir un impact sur le sens des décisions prises dans le cadre de la jurisprudence d'Anthony qu'on va évoquer et qu'on va creuser justement un petit peu aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Je suis employeur, je suis informé d'un comportement fautif d'un agent. Et je vais prendre un peu de temps parce que j'estime en avoir besoin, et ce n'est pas obligatoire, pour compléter ces faits et donc pour mener à bien une enquête administrative qui a pour objectif, une enquête administrative, d'établir les faits qui sont reprochés à l'agent. Une fois que j'ai ces faits qui sont, à mon sens, clairement établis, je vais informer l'agent et lui rappeler ses droits. Alors, les droits, quels sont-ils? On va creuser un petit peu ça, mais on a le droit de présenter ses observations, le droit de se faire accompagner par la personne de son choix et le droit d'avoir accès à son dossier. Le rappel du droit d'accès au dossier, c'est un élément extrêmement important dans le cadre de la procédure disciplinaire. Ensuite, pour les sanctions de 2e, 3e ou 4e groupe, eh bien, il faut que je saisisse la commission administrative paritaire réunie en format disciplinaire, même s'il n'y a plus vraiment de format disciplinaire. Il n'y a plus la règle du fait qu'il faut qu'il y ait un agent d'un niveau moins égal et autre. Pourquoi cette règle a été supprimée? Parce que dans les autres versants de la fonction publique, on n'a plus que 3 CAP par catégorie. On n'a plus une CAP par
par groupe d'emploi, ça en a diminué grandement, hein, le nombre de représentants, le nombre de commissions administratives paritaires. Il n'y a qu'à l'hospitalière qu'on a gardé une structuration équivalente à celle qui existait avant la loi de transformation de la fonction publique. Donc la CAP donne un avis motivé. Il n'y a plus maintenant non plus de possibilité de contester l'avis de la CAP devant la commission administrative, le conseil de discipline de recours, ça n'existe plus. Ça s'arrête au niveau de la CAP. Et ensuite, une fois que la CAP a rendu un avis motivé, eh bien, l'employeur va prendre une décision qui doit être motivée. Alors, on va voir ça un petit peu plus dans le détail. Donc, dans le cadre du respect des droits de la défense, hein, eh bien, il faut absolument inviter l'agent à prendre connaissance du rapport qui précise les faits reprochés. Donc, ça, un rapport, je relisais encore un ce matin, il faut vraiment que ça soit très, très factuel. Donc, on mette en avant les faits. Voilà, tel ou tel fait. Et ces faits-là, ensuite, les rapprocher d'un manquement à une obligation. Et enfin, car, dans un deuxième temps, d'identifier la sanction qu'on souhaite prendre si je saisis le conseil de discipline. Donc, on doit vraiment communiquer à l'agent les faits qui lui sont reprochés et toutes les preuves de ces faits-là, et notamment le nom des agents qui ont témoigné du comportement de l'agent. Il doit être informé, comme je le disais, de son droit à obtenir communication intégrale de son dossier, en lui laissant un temps, sachant que l'agent a la possibilité de demander communication intégrale de son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire, que ce soit avant ou après l'avis du conseil de discipline. Hein, le fait qu'un agent demande la communication de son dossier après l'avis du conseil de discipline, je dois lui donner accès. Sinon, là, j'ai un vice de procédure qui a privé l'agent d'une garantie, même si c'est après l'avis du conseil de discipline. L'agent peut d'ailleurs faire des compléments, réagir à la façon dont le conseil de discipline s'est déroulé. Et si d'aventure il y a saisine du conseil de discipline, donc l'employeur doit saisir le président du conseil de discipline, donc de la CAP locale ou départementale, d'un rapport dans lequel il va mettre tous les faits qui sont reprochés à l'agent et avoir des propositions de sanctions qui sont l'objet de la saisine du conseil de discipline. Et là, le président va convoquer le conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Alors, une question, y a-t-il obligation de convoquer de convoquer les titulaires et les suppléants? Le texte n'est pas clair. Hein, c'est les membres du conseil de discipline. Le tout, c'est que eh bien, il faudrait s'assurer en amont qu'on ait le quorum pour pouvoir se réunir et avoir une séance convenable du conseil de discipline. Mais on convoque les membres du conseil de discipline à une interprétation large, hein, ce serait les titulaires et les suppléants, sachant que les suppléants ne siégeraient qu'en l'absence des titulaires, ce qui ferait déplacer des gens pour rien. Mais bon, au moins on serait sûr que le conseil de discipline a. Alors, l'agent peut présenter pendant toute la procédure, citer des témoins et présenter des observations écrites ou orales. Et se faire assister par les défenseurs de son choix. Donc, ça peut être un avocat, un conseil, un ami, un représentant syndical, maman. Il n'y a pas de limite à la façon de se faire accompagner. Que ce soit dans le cadre d'une sanction disciplinaire du premier qui ne nécessite pas l'avis de la CAP ou une sanction disciplinaire du deuxième, troisième, quatrième groupe. Donc, il faut vraiment rappeler tous les droits de l'agent.
pour pouvoir être sûr que la procédure est, est bien, est bien réunie. Alors, l'agent donc, doit être informé de l'ensemble de ses droits, hein, donc de la mise en œuvre et du déroulement de la procédure. Est-ce que oui ou non, il va y avoir saisie du conseil de discipline, les motifs, donc les faits qui sont à l'origine du lancement de la procédure disciplinaire, la date éventuelle de prise d'effet de la sanction, la, la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix et d'obtenir copie intégrale de son dossier, et donc un dossier qui doit comporter tous les éléments, toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent, y compris les pièces qui seraient favorables. Parce que le juge, quand il va faire un contrôle de la légalité d'une sanction disciplinaire et de la proportionnalité, il va quand même tenir compte, au-delà du comportement fautif, du comportement global de l'agent. Si j'ai un super agent qui est super investi, qui a des super évals, qui a des super appréciations et qui a fait une bêtise, eh bien, le fait qu'elle fasse une petite bêtise, bon, ça passera à plus, entre guillemets, que si jamais j'ai un agent qui a des mauvaises évals, qui n'est pas investi, qui a déjà des retours négatifs. Et autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre dans le dossier l'ensemble des éléments positifs. De toute façon, il faudrait le dossier administratif complet de l'agent et pas uniquement la partie disciplinaire. Ça peut être des arguments de l'agent pour dire, écoutez, OK, j'ai fait une bêtise, mais est-ce que ça justifie telle ou telle sanction disciplinaire? Alors, vous pourriez me dire à ce moment-là, mais à quel moment je fais mon entretien? Ben, figurez-vous que dans la procédure concernant les titulaires, la tenue d'un entretien préalable n'est pas obligatoire. Donc, on pourrait tout à fait, à partir du moment où on a respecté et on a mis à même l'agent de faire ses observations, infliger une sanction disciplinaire à un fonctionnaire sans que ce dernier n'ait eu d'entretien avec qui que ce soit. Alors, est-ce que c'est constructif? Non. Parce que l'objectif quand même du sanction disciplinaire, c'est d'éviter que le comportement ne se reproduise, hein, l'effet curatif de la sanction disciplinaire. Donc, en absence de conflit énorme, de conflit fort, on peut montrer, utiliser l'entretien, d'une part pour montrer qu'on respecte les droits de la défense, d'autre part aussi pour communiquer, pour dire, bon voilà, tu as fait une bêtise, mais bon. Maintenant, si je fais un entretien, il faut que cet entretien respecte la procédure de l'entretien, donc convoquer au moins 5 jours francs, 5 jours ouvrables, pardon, avant le début avant la date de l'entretien, pour que l'agent ait le temps de se préparer, qu'on ait communiqué à l'agent l'objet de l'entretien, si je le fais dans les formes. Hein. Et puis, pour les sanctions de deuxième, troisième ou quatrième groupe, j'ai donc la tenue du conseil de discipline. Donc, l'employeur, hein, l'établissement doit saisir le conseil de discipline du rapport disciplinaire. Alors, c'est marrant parce que des fois, il peut se saisir lui-même dans la mesure où, en cas de CAP qui serait départemental, mais avec des établissements de direction commune, j'ai le directeur de l'établissement en direction commune qui se saisit lui-même d'une situation de… Bon, hein, ça peut être un petit peu cocasse, mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un représentant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire dans la composition du conseil discipline? Oui, bah, de facto, il y en a, puisqu'il y a des représentants de l'administration et des représentants du personnel en CAPD, en CAPL, pardon, en commission administrative paritaire locale. En CAPD, bah, pas nécessairement. En tout état de cause, si je suis membre de la CAP et donc membre du conseil de discipline, j'ai justification d'être là. Je suis là. Par contre, on va y revenir, je ne dois pas avoir, notamment pendant le délibéré, de membres qui ne sont pas membres du conseil de discipline, à l'exception du secrétaire qui se tait et qui ne fait que prendre les notes, mais la présence de quelqu'un
qui n'est pas membre du conseil de discipline et qui est membre de l'administration est là. Alors, est-ce que c'est possible, même si ce représentant a édité et signé le rapport introductif? Tout à fait. Libre à lui. Alors après, vous avez la possibilité, hein, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais de demander à révoquer certains membres du conseil de discipline pour les agents. Et puis ensuite, il y a là une... comment dire, il y a aussi la déontologie. Peut-être que l'administration elle-même peut dire bon, moi, j'y vais pas, on prend un suppléant parce que je suis parti. Mais bon, il n'y a pas de règles précises sur cette question. Alors, donc, la convocation du conseil de discipline doit être faite au moins 15 jours avant sa tenue. Et l'agent doit être informé au moins 15 jours avant. Et donc, on doit rappeler dans cette convocation les droits de l'agent, consulter son dossier, le rapport circonstancié et le droit de se faire accompagner ou représenter par une ou plusieurs personnes de son choix. Donc ça, c'est vraiment important, tous ces éléments. Et la garantie pour l'agent d'obtenir l'ensemble de ces communications. Et quand je vous parle, oui, de représentants de l'administration en CAPL, il faut être membre de la CAPL, oui. Là, je vais vous parler, la membre de l'administration qui fait partie du conseil de discipline, c'est quelqu'un qui est membre de la CAPL. En CAPD, c'est différent parce qu'il se peut qu'il y a de grandes chances que je ne sois pas représenté à la CAP dans la mesure où c'est celle de l'établissement support du département. Alors, l'avis du conseil de discipline n'est que consultatif et l'établissement n'est pas du tout tenu de suivre l'avis du conseil de discipline. Par contre, la décision de l'employeur doit être motivée et il doit en informer d'ailleurs le conseil de discipline de fait qu'il ne suit pas son avis. Alors, comment se déroule de manière très schématique, parce que j'ai peu de temps. Donc, en ouverture de séance, normalement, le président doit lire le rapport et rappeler que les droits de l'agent, les droits à protection de l'agent ont été respectés et que l'agent a eu l'opportunité de suivre, d'avoir accès à l'ensemble des éléments permettant de justifier les faits et la sanction disciplinaire qui lui est infligée. Le fonctionnaire a la possibilité de récuser l'un des membres du conseil de discipline. Donc, c'est du coup, pour revenir sur la question de tout à l'heure, ça peut être le membre justement le membre de l'administration qui a été à l'origine du rapport disciplinaire. Et lorsque je suis en CAPD, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire a le même droit. L'agent peut aussi demander un report une seule fois, mais ce report est décidé à la majorité des membres du conseil de discipliner, le conseil de discipline avec la possibilité de demander qu'un seul report de la séance. Bon, une fois que les personnes ont été récusées éventuellement, qu'il y a un éventuel report, les débats vont pouvoir avoir lieu. Donc, le conseil de discipline va entendre séparément chaque témoin et peut demander à tout moment de la procédure des éléments complémentaires. Le défenseur, lui aussi, à tout moment, peut demander des témoins.
Il est d'usage qu'on demande à la partie défenderesse de présenter d'ultimes observations avant la délibération. Délibération qui a lieu à huis clos, dans lequel il y a éventuellement discussion. Donc, il n'y a que les membres du conseil de discipline, plus l'éventuel rapporteur, le secrétaire qui va faire le rapport. Et donc, on va avoir une discussion. Et ensuite, le conseil de discipline met aux voix la sanction la plus sévère qui est demandée. Donc, si l'employeur avait demandé une exclusion temporaire des fonctions, on met aux voix l'exclusion temporaire des fonctions. Et si on n'a pas la majorité des membres, eh bien, on met aux voix les autres sanctions en descendant à chaque fois, jusqu'à ce qu'on obtienne un accord. S'il n'y a pas d'accord, eh bien, l'avis est réputé rendu. Et en tout état de cause, une fois que j'ai fait tout ça, je dois rédiger un avis. Un avis qui doit être motivé. C'est-à-dire qu'il faut que le conseil de discipline explique pourquoi il a pris tel ou tel avis. Dans le cas où il a réussi à avoir un vote, lorsqu'il n'y a pas réussi à avoir un vote, eh bien, dans ce cas-là, on dit simplement il n'y a pas eu de majorité pour un. Une fois que j'ai cet avis, il est communiqué à l'employeur et à l'intéressé. L'employeur va pouvoir prendre une décision, et une décision qui doit être motivée en droit et en fait. Donc, c'est clairement indiqué dans la réglementation. La décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée. Donc, que ce soit l'avis ou la décision, je dois avoir cette motivation qui, au regard du code de justice administrative et au regard du code des relations entre le public et l'administration, doit être motivée d'abord en droit. Donc, on doit mettre les bases législatives et réglementaires. Donc, l'article du Code général de la fonction publique, éventuellement des jurisprudences et des faits clairs, avec un contrôle du juge. Le juge, il va contrôler deux choses, l'absence de motivation ou l'insuffisance de motivation. Donc, c'est un double contrôle. L'absence de motivation, c'est qu'il n'y a pas de motivation. Et l'insuffisance de motivation, c'est qu'il y a une motivation, mais qui n'est pas suffisante. Alors, faut-il faire un compte-rendu des délibérations du conseil de discipline, un PV? Oui, c'est bien. Alors, faut-il mieux vaut le faire? Par contre, il ne faut pas confondre compte-rendu et avis. Le compte-rendu, ce sera un élément qui permettra de justifier du respect de la procédure disciplinaire et de la façon dont délibérer c'est fait. L'avis, c'est l'avis, c'est-à-dire le conseil de discipline, son avis, c'est que. Donc, on fait les deux. Ce qui est convoqué, ce qui est communiqué à l'agent, c'est l'avis, tout comme à l'employeur. Alors, un petit exemple, ici, le directeur, pas le maire, le directeur, donc la motivation en droit, elle est là, ici. La motivation en droit, elle est ici, Code général de la fonction publique, le décret 89-822. Après, on a toute la procédure, donc le courrier de M. Redford, le rapport circonstancié, le compte-rendu d'entretien s'il y a eu un entretien, la saisine du conseil de discipline, le rapport transmis, les éléments communiqués, l'avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline, et ensuite les faits. Donc, considérant que M. Redford, infirmier, a, le 10 septembre 2022, détérioré volontairement la moto de l'un de ses collègues en perçant à l'aide d'une pince et d'une aiguille son pneu avant à 2 reprises dans un intervalle séparé, engendrant une crevaison lente, pouvant entraîner un grave accident, considérant que ce comportement constitue un manquement grave à l'obligation de probité, d'exemplarité et d'intégrité de tout agent public. Donc, vous voyez, il y a les faits et il y a leur qualification juridique rapportée à un comportement fautif, qui est un manquement à une obligation. Considérant que ces agissements qui ont une rotation médiatique ont porté à l'image de la collectivité, considérant que M. Redford, lui-même conducteur de moto et soignant, ne pouvait ignorer les risques encourus par son collègue en prenant sa moto.
considérant que M. Redford a réitéré son geste à 2 reprises. Vous voyez, là, on a une belle motivation et décide une exclusion temporaire de 3 mois, dont un avec sursis est infligé à M. Redford, et la sanction prend effet au 1er janvier 2020. Alors, d'ailleurs, hein, ça c'est un élément intéressant, une sanction disciplinaire n'a pas forcément effet immédiatement. On peut faire un effet plus tard, surtout si c'est une sanction qui entraîne une exclusion de l'agent. On peut décaler la date d'effet de la sanction disciplinaire. C'est notamment arrivé en ce moment avec les problématiques de remplacement et de fonctionnement l'été, où il y a eu comme ça un changement, enfin une date d'effet qui a été décidée après la période à laquelle la décision a été prise. Alors, tout ça, une procédure, hein, une rédaction qui est semée entre guillemets d'embûches et qui peut entraîner des risques d'illégalité, notamment au regard de la jurisprudence d'Antony. Hein. Pour rappel, la jurisprudence d'Antony, c'est que le juge administratif va se poser la question de savoir si un vice dans une procédure a exercé une influence sur le sens de la décision prise ou a privé l'agent d'une garantie. Donc, on a pas mal de jurisprudence hein, sur cette question-là en matière disciplinaire, et c'est des jurisprudences que je considère assez peu utiles. Autant une jurisprudence sur la proportionnalité d'une sanction disciplinaire permet de se forger une conviction et de savoir dans quelle position le juge administratif se positionne, et donc de permettre à l'employeur de trouver une sanction disciplinaire juste. Et par contre, des annulations qui sont liées à des erreurs de procédure, que ce soit, comme j'ai évoqué tout à l'heure à la suite d'une question, l'incompétence du signataire de l'acte, ou que ce soit une problématique de procédure, je trouve ça dommage, parce que c'est quand même de l'énergie perdue et dépensée pour pas grand-chose. Donc, quelques exemples, hein, le fait que l'agent n'ait pas eu communication de son dossier, hein, ça prive l'agent d'une garantie, y compris dans le cadre de l'enquête hein, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, jurisprudence de principe du 5 février 2020. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent, le rapport d'enquête fait partie des pièces du dossier dont l'agent concerné est en droit d'obtenir communication. Il en va de même pour les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Donc, on est sinon dans une privation d'une garantie. La communication du rapport de saisine du conseil de discipline, eh bien, le juge va vérifier si cette carence, pour vérifier si cette carence a un impact sur le sens de la décision prise ou sur une garantie, va vérifier si le rapport contient des éléments différents du dossier administratif de l'agent. Si ces mêmes documents sont dans le dossier, dans le rapport, il n'y a pas de problème. Et si l'agent a été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Et puis, s'il a été informé de manière détaillée des griefs retenus contre eux. Donc, le juge est très, entre guillemets, pratique. Il va quand même regarder objectivement si, oui ou non, j'ai un impact du vice sur les droits de l'agent. Donc, la communication du dossier, le fait que l'agent soit informé par le président du conseil et non par l'autorité de son droit d'obtenir communication du dossier n'a pas privé l'agent d'une garantie. Hein. Ce qui compte, c'est que mon agent ait bien été mis à même qu'on lui rappelle son droit à consultation du dossier. Et la communication du dossier, c'est un droit, comme je le disais tout à l'heure,
y compris entre l'avis du conseil de discipline et le prononcé de la sanction. Hein, dans ce cas-là, un agent qui a une communication du conseil de discipline, enfin, qui a eu l'avis du conseil de discipline et qui demande communication de son dossier après avis du conseil de discipline, il a quand même le droit à consultation du dossier. Si je ne lui rappelle pas, si je ne lui donne pas ce droit à consultation du dossier, il est privé d'une garantie, quand bien même le conseil de discipline a déjà donné un avis. Donc, le délai de 15 jours, c'est une garantie pour l'agent. Donc, le fait que l'agent n'ait pas eu ce délai de 15 jours constitue un vice qui permet d'entraîner l'annulation de la décision. Alors, sur la séance du conseil de discipline en tant que tel, quels sont les vices qui peuvent affecter ce conseil de discipline? Bon, la lecture du rapport en séance, ce n'est pas en soi une garantie. Donc, l'absence de lecture ne prive pas l'agent d'une garantie, dans la mesure où il a déjà eu une information des griefs qui sont retenus contre lui. La communication du rapport en temps utile avant la séance satisfait aux règles de défense et de garantie. Les témoins. Alors, c'est vrai que le texte me dit, le conseil de discipline entend séparément chaque témoin. Est-ce que le fait d'appeler systématique de manière ensemble simultanément des témoins prive l'agent d'une garantie? Non, mais on va vérifier si en l'espèce, eh bien, c'est susceptible d'avoir eu un impact sur le sens de sur la décision prise. En le cas, donc on va vérifier si ça peut entraîner un vice compte tenu de cette situation-là. Et est-ce que l'agent doit être informé des témoins? Aucune disposition n'oblige l'administration d'informer qu'il y aura tel ou tel témoin. L'administration est libre, simplement, bon, l'agent peut demander un report de séance au départ, mais il y a quand même une limite. Le conseil de discipline ne peut entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire d'assister à leur audition. Ce qui signifie que soit le fonctionnaire est là au moment de la séance et donc il peut entendre l'audition. Par contre, en l'absence de fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner deux témoins que si l'agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline. Si je le dis autrement, je convoque l'agent, il ne vient pas, l'administration arrive avec des témoins qu'il n'a pas cités en amont, c'est possible, mais le conseil de discipline, là, va devoir demander un report parce qu'on n'aura pas informé l'agent qu'il y a des témoins et il n'aura pas pu renoncer de lui-même à assister à la séance pour écouter le témoin. Par contre, si le fonctionnaire est là, là, c'est bon, ça peut se dérouler. Le vote. Alors, les témoins. Question sur les témoins. Les témoins ont-ils l'obligation de se présenter dans le conseil de discipline si l'agent demande à les entendre? Non. Pas du tout. Les témoins, ils sont libres de témoigner ou pas. Les attestations fournies lors de l'entretien préalable doivent-elles être transmises aux membres du conseil de discipline, sachant qu'elles n'ont pas été adressées après la convention du conseil de discipline? Alors, après, transmises aux membres du conseil de discipline, sachant qu'elles n'ont pas été. Est-ce que vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît? Je vous avoue que je n'ai pas très bien compris. Donc,
Le conseil de discipline, sa délibération, le vote a lieu à main levée. Par contre, un vote à bulletin sucré n'est pas une garantie. Donc, même si je ne fais pas à main levée, eh ben, ça ne remet pas en cause, ça ne prive pas l'agent d'une garantie. Par contre, hein, l'avis doit être motivé. Hein, l'avis doit être motivé. Alors, l'avis doit être motivé, et ça rebondit sur la question de tout à l'heure, soit par la protection, par l'avis lui-même, mais le juge accepte qu'on puisse motiver l'avis par le procès-verbal de la réunion. Si j'ai un procès-verbal qui comporte des avis suffisants, des précisions suffisantes, on peut considérer que l'avis est indirectement motivé par le procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline. Par contre, hein, si je n'ai pas d'avis motivé de l'avis et que je ne produis pas le procès-verbal de la réunion ou que le procès-verbal de la réunion n'est pas suffisamment clair sur les motivations, eh bien, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de motivation, donc annulation de la décision. L'agent nous transmet des pièces telles que des attestations. Ah oui, lors de l'entretien préalable, ces pièces doivent être adressées aux membres du conseil de discipline. Alors oui, bien sûr, hein, ça doit être adressé aux membres du conseil de discipline. Et là, c'est susceptible d'avoir un impact sur le sens de la décision prise. Donc, toutes les pièces que l'agent communique avant le conseil de discipline, il faut les accepter. Il faut les communiquer au conseil de discipline. L'agent qui demande l'accès à son dossier administratif peut-il demander des photocopies? Oui, à sa charge. Oui. Alors, ce qui est bien, c'est de faire un petit document attestant les photocopies, les copies qui ont été demandées. Ça prouve aussi hein, qu'il y a un respect de droit de la défense. Concernant l'avis du rendu par le conseil de discipline, faut-il que celui-ci soit rédigé ou simplement donné oralement aux fonctionnaires et à l'IPN après le délibéré? Non, il faut qu'il soit rédigé, formalisé et motivé. Sinon, on n'a pas de preuve de motivation. Alors, des fois, il peut donner à l'oral l'avis, mais derrière, il faut quand même que cet avis soit formalisé et écrit. Et communiqué et notifié à l'employeur et à l'agent. Alors, sur ce délibéré, justement, avant l'avis, la présence du supérieur hiérarchique de l'agent non membre du conseil de discipline, ça se rebondit aussi sur la question sur la composition, eh bien, il n'y a pas de privation de garantie, mais c'est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Donc, il ne faut pas que soient présents d'autres membres que les membres de la commission administrative paritaire lors du délibéré. C'est le mieux. Alors, l'agent peut-il demander plusieurs reports? Non, hein, c'est un seul pour l'agent et un seul pour l'administration qui ne serait pas membre du conseil de discipline. Donc, ça serait en CAPD. Alors, une fois que j'ai fait toute cette procédure, eh bien, je vais me poser la question de la proportionnalité de la sanction. Quelle sanction je vais infliger? Et ça, c'est quand même un peu compliqué parce que je n'ai pas de règle claire et j'ai un contrôle normal du juge administratif de la proportionnalité. Le juge vérifie si la sanction est proportionnée à la gravité des fautes. En plus, il se pose deux questions, en fait. Il se pose à la fois la question de la proportionnalité, mais la question du caractère hors de proportion. Alors, le hors de proportion à l'hospitalière, c'est lorsque j'ai une sanction disciplinaire qui peut paraître disproportionnée, mais que la sanction d'en dessous serait hors de proportion, c'est-à-dire pas assez grave par rapport à la sanction par rapport au comportement fautif. Par exemple, c'est vrai qu'il y a un gap quand même entre une révocation et une exclusion temporaire de fonction jusqu'à 2 ans. Les effets sont quand même passablement moins graves. Et donc, le juge, il se dit, bon, la révocation, c'est peut-être disproportionné, mais l'exclusion temporaire ne serait pas assez proportionnée, serait hors de proportion. Donc, ça va sur la révocation. On est vraiment dans cette appréciation-là, avec donc cette notion de proportion par rapport à la gravité des faits, par rapport au comportement général de l'agent, donc s'il y a déjà eu des comportements fautifs et autres, le caractère répétitif des manquements reprochés,
la nature des fonctions exercées, des responsabilités de l'agent. C'est vrai que normalement, plus je monte dans la hiérarchie, plus je vais aller avoir une sanction forte. L'atteinte à l'image et au fonctionnement du service, la manière globale de servir de l'agent, l'absence ou pas de passé disciplinaire. Et donc voilà, c'est pour ça que, comme je l'ai évoqué, hein, on doit mettre aussi les éléments positifs de l'agent pour apprécier le comportement global. Et ensuite, on regarde si les autres sanctions inférieures ont un caractère insuffisant. Du coup, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de règle en disant un retard égale truc, un machin égale truc. Je n'ai pas de casuistique. C'est vraiment au cas par cas qu'il faut s'inspirer de la jurisprudence, de regarder si j'ai des situations similaires qui peuvent exister pour ensuite infliger une sanction à l'agent. Alors, certains disent que les juges sont assez souples. Je ne partage pas ce point de vue, mais c'est une question de point de vue. On a différentes jurisprudences, hein, avec une ligne quand même, hein, on va avoir un recueil de jurisprudence qui nous indique un petit peu quel type de sanction le juge a priori considérait comme proportionné à la sanction. Alors, sachant que l'appréciation de la proportion, c'est quelque chose qui ne relève pas du juge de cassation. Ça reste dans le juge du fond. Le juge va sanctionner lorsque le juge du fond a utilisé l'erreur manifeste d'appréciation, mais ça ne se fait plus maintenant. Les cours administratifs d'appel et les TA ont largement digéré la notion de proportionnalité. Que doit mettre en place l'employeur après le retour d'un TA l'obligeant à revenir sur une sanction disproportionnée? Pas en exécution du jugement, j'ai l'annulation d'une sanction disciplinaire au motif que la sanction serait disproportionnée. L'obligation de l'employeur, c'est de reprendre, hein, si c'est le seul point, c'est juste sanction disproportionnée, bien de reprendre une autre sanction disciplinaire moins forte, en espérant que cette fois le juge considère que ce n'est pas disproportionné, avec des éléments qui peuvent être consécutifs à l'éviction illégale, puisque là on a tout ce qui va être exécution d'un jugement au titre d'une éviction illégale, avec reconstitution de carrière et dommages et intérêts. Sauf si une sanction similaire aurait pu être prise avec les mêmes effets. Bon, mais ça, c'est du contentieux de les exécutions. Donc, reprendre la même sanction avec pas la même sanction, reprendre une décision de sanction, pardon, mais avec une sanction moindre si on était sur le caractère disproportionné. Bien, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une